Bonsoir, pour ceux qui ne me connaissent pas, Stéphane Bureau. J'ai exercé pendant plus de 20 ans à Bordeaux et j'ai eu le plaisir de retrouver l'équipe d'Atlantia l'année dernière. J'exerce maintenant j'ai été recruté essentiellement pour faire de l'orthopédie avec Alexandre Guillemot, que vous connaissez certainement. Ça va bientôt faire un an. Et c'est un réel plaisir puisque je connaissais toute l'équipe depuis pratiquement l'école vétérinaire pour quasi tous et toutes. Donc c'était sympa de revenir ici à Nantes. Et ce soir, on a le plaisir de vous accueillir. À la fois, il y a du public ici à Atlantia et puis vous êtes très nombreux derrière vos écrans puisque la semaine dernière, on avait déjà dépassé le cap des 100 inscrits. Donc c'est très sympa et ça nous fait plaisir. Et l'idée ce soir, avec Alexandre, ça va être de vous présenter quelques cas cliniques sur le coude. On a choisi le coude parce que c'est une articulation qui très souvent pose problème, tant sur la démarche diagnostique que sur les options thérapeutiques. Alors, on ne va pas pouvoir brosser l'intégralité du sujet, mais on a essayé de se concentrer sur quelques points qui, dans notre pratique, semblent poser souci et sous forme plutôt de cas cliniques pour rendre ça le plus interactif et le plus plaisant possible. Alors, j'ai la mission de commencer. Donc, on va commencer avec le premier cas qui est celui… Alors, si je trouve le bon bouton, ce sera plus simple. Je clique ici du coup. Qui est celui, donc, on commence par un grand classique, on commence par un labrador, le petit Pulp, labrador d'1 an, qui vous est présenté à votre consultation pour une boiterie rapportée comme étant intermittent, plutôt à froid ou après exercice, et une boiterie qui s'est mise en place de manière progressive et insidieuse depuis quelques mois. Et donc, comme pour tout examen orthopédique, la première chose que vous êtes amené à réaliser, c'est un examen orthopédique à distance. Donc, systématiquement, j'observe toujours mes animaux à quelques mètres. Ça perturbe parfois un peu le propriétaire, mais c'est souvent riche d'enseignements. Et donc, lors de cet examen orthopédique à distance, on note une abduction du membre antérieur gauche et une rotation latérale de l'avant-bras. Alors, cette première approche est en fait, bien sûr, un examen orthopédique rapproché. Donc, cet examen orthopédique, je vous remets un petit peu là 3 vidéos pour préciser un petit peu les choses. C'est très, très important quand vous évaluez l'articulation de l'évaluer dans son intégralité. C'est-à-dire que vous me voyez, à la fois, c'est une palpation des os longs, c'est une palpation des reliefs articulaires, c'est également on va rechercher s'il y a un gonflement. On n'hésite pas, vous voyez, ce mouvement de pronation-supination est important. Il va être important notamment lorsque vous recherchez une éventuelle atteinte du compartiment médial du coude. Donc, oui, en même temps que je fais le mouvement de pronation-supination, j'exerce également une pression avec l'index sur l'épicondyle médial. Ça aide à mettre en évidence d'éventuelles douleurs. Et puis, on va également rechercher si l'amplitude articulaire est physiologique, donc à la fois en flexion, en extension, si ça provoque une douleur. Donc, c'est vraiment l'intégralité de cet examen qu'il vous faut réaliser à chaque fois si vous voulez arriver à mettre en évidence, je dirais, une anomalie quelconque. Et donc, dans le cas de Pulp, on met en évidence une douleur à la palpation de la face interne du coude et douleur qui est plus évidente lors de la pronation-supination et lors de la flexion forcée. Alors, voilà un petit peu les premières conclusions. Donc, j'ai 2 questions. Alors là, vous avez de la chance d'être derrière votre écran parce que ceux qui sont présents vont pouvoir répondre. Que suspectez-vous et que faites-vous? Alors déjà, que suspectez-vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Personne? Alors, il y en a bien qui va se lancer. Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu, fragmentation du processus coronoïde. Alors, sans aller jusqu'à la fragmentation du processus coronoïde, qui n'est pas une mauvaise idée, mais on va déjà dire peut-être, en effet, une suspicion de dysplasie du coude. On est sur un jeune labrador qui a mal en face interne, donc on peut penser que c'est ça. Et donc, qu'est-ce que vous faites en première intention? Une radio. Voilà les radios de Pulp. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, derrière votre écran, vous ne pouvez pas me répondre, mais n'hésitez surtout pas à vous interroger. Est-ce que quelque chose vous perturbe? Alors, probablement pas. Si je vous avais dit, ça, ce sont les radios de Pulp. Ça vous plaît plus? Oui, ça plaît plus, en effet. Parce que le problème, en effet, c'est que la radio, notamment lorsqu'on recherche un problème de dysplasie, eh bien, le diagnostic radiologique reste un diagnostic délicat. Ça reste délicat. Il y a bien sûr un certain nombre de lésions qui ont été identifiées comme étant, on va dire, assez caractéristiques de la dysplasie. Donc, tout ce qui va être modification de l'aspect du coronoïde, éventuellement dégénérescence du compartiment médial, un certain degré d'incongruence au niveau de l'interligne articulaire, un petit peu de sclérose de l'os sous-chondral, notamment en partie distale de l'échancrure ulnaire. Donc, tous ces éléments, bien sûr, vont nous orienter. Mais il est important de noter, vous voyez, que dans 22% des cas, notamment chez des chiens âgés, donc on va dire un chien sur 5, il n'y a absolument aucune arthrose. On a juste une sclérose modérée. Je parlais de modification de la zone du coronoïde. Vous voyez que cette modification n'est présente que dans 2 cas sur 3 chez des labradors de plus d'1 an. Et donc, on n'a pas, avec la radio, une sensibilité extraordinaire. Elle varie en fonction des études on va dire la percituation à 10%, on va monter à 60%, 80% si on multiplie les clichés, mais on est très loin d'avoir un examen qui soit concluant à chaque fois. Donc, la radio, très bien, c'est une excellente idée, c'est un examen qui est aisément disponible, qui est peu coûteux, mais il faut conserver à l'esprit cette limite en termes de sensibilité. Ça ne doit pas être le seul examen d'imagerie que vous proposez. C'est le premier, et ça ne doit pas être le seul. Souvent, on nous envoie des radios en disant « Qu'est-ce que vous en pensez? Je suspecte ça, mais je ne vois rien à la radio. » Ce n'est pas que vous ne voyez rien, c'est qu'il n'y a rien à voir. Et donc, il faut conseiller une étape suivante. Et puis, ne pas omettre cela, c'est qu'il n'y a pas de corrélation directe entre ce que vous allez observer à la radio et ce qu'on va observer à l'intérieur de l'articulation, les lésions arthroscopiques. Et de même, il n'y a pas de corrélation entre ce qu'on voit à la radio, les lésions arthroscopiques et la durée de la boiterie. Donc, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Alors, si on en revient à notre pulp, du coup, on se retrouve avec ces radios-là. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Qu'est-ce qu'on propose? Un scan. En effet, l'examen qui suit assez légitimement, c'est de conseiller un scanner qui a été fait dans ce cas-là, et vous voyez que sur ce cas-là, eh bien, on visualise un fragment qui intéresse la partie apicale du processus coronoïde et fragment qui n'est pas déplacé. Ce qui est donc logique, il n'y avait pas encore d'arthrose, on est sur un chien qui est relativement jeune, et on a donc ce fragment qui n'est pas déplacé, donc en effet non visible à la radio. Et là, j'attire votre attention sur 2 informations importantes. La première, c'est le fait que le scanner va nous permettre d'obtenir un diagnostic qui va être soit différent, soit plus précis que la radiographie dans presque un cas sur 2. Et on va pouvoir détecter des fragments qui vont être de l'ordre de 1 à 2 mm. Donc, c'est vraiment, je dirais, l'examen complémentaire systématique de la radio lorsque vous suspectez une dysplasie du coude. Donc, on sait que ce chien est dysplasique, on a un coude jeune, peu ou pas d'arthrose. On va donc réaliser une arthroscopie. Donc là, on est à l'intérieur de l'articulation. On visualise donc la partie caudale de l'articulation avec l'échancrure, la partie donc échancrure ulnaire, l'incisure de l'ulna. On descend donc ici partie apicale du coronoïde. Et vous voyez, quand on arrive dans la partie basse, on trouve ce morceau de coronoïde qui était donc détaché, non déplacé. Derrière, vous avez la tête du radius. Et donc, on va traiter cette lésion, on va aller donc ce qu'on appelle la cureter, donc on rentre une petite curette, on va décoller la lésion, retirer les fragments. Donc voilà, c'est des choses qu'on fait classiquement et qui vont admettre un bon pronostic, au moins à moyen terme. On va en discuter un petit peu. À long terme, ce n'est pas toujours parfait, mais à moyen terme, ça permet de soulager le chien. Donc, on a traité sous arthroscopie. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi l'arthroscopie? Pourquoi pas faire une arthrotomie? La question est légitime. Je vais essayer de faire un petit peu la balance avantage-inconvénient et vous allez voir que ça pèse quand même très nettement dans le sens de l'avantage. Quand on fait une arthroscopie, on a une moindre morbidité. C'est des animaux qui peuvent pratiquement repartir le jour même, en tout cas qui ont un appui extrêmement rapide, et on peut éventuellement traiter les 2 coudes le même jour. Il y a peu de complications, un temps chirurgical qui est réduit. Alors, le temps chirurgical qui est réduit, j'ouvre tout de suite une parenthèse.
j'aborde un petit peu les inconvénients. Oui, si on est expérimenté, bien évidemment, l'arthroscopie, la courbe d'apprentissage est très longue, c'est un de ses inconvénients, mais quand on a l'habitude, une arthroscopie du coude, c'est 10-15 minutes, avec une excellente satisfaction du propriétaire, puisqu'il n'y a quasiment pas de cicatrices, une très bonne récupération. On peut, comme vous l'avez vu là dans les vidéos, visualiser l'intégralité de l'articulation et donc explorer complètement cette articulation. À côté de ça, quelques inconvénients, bien sûr, un équipement onéreux, bien que par rapport à d'autres équipements, ça se discute, mais par contre, en effet, un coût potentiellement plus élevé et surtout un bon niveau technique, la courbe d'apprentissage est assez longue. Donc, vous voyez que les avantages sont quand même en faveur de l'arthroscopie et c'est la raison pour laquelle on la favorise au maximum. Mais, et c'est vrai, l'évolution arthrosique que l'on traite par arthrotomie ou par arthroscopie, à long terme, est similaire. Et donc, si on reprend le cas de ce pulpe, c'est un petit peu le cas. On le revoit 6 ans plus tard, et 6 ans plus tard, vous voyez que la situation s'est un tout petit peu dégradée. On a une arthrose radiologique sévère, et donc là va se poser la question de comment on traite. Alors, on va traiter, en fait, je ne vais pas vous faire la gestion multimodale de l'arthrose, puisque ça dépasserait bien évidemment le cadre de cette soirée, mais j'attire votre attention sur un point. Vous voyez que quand on veut traiter l'arthrose, on ne doit pas s'arrêter à simplement mettre sous INS. On a heureusement à notre disposition une multitude de possibilités, soit sous forme de traitement, mais il y a également, vous voyez, le contrôle du poids, il y a de la physiothérapie, il y a éventuellement le recours à la phytothérapie, à l'acupuncture. Donc, on a maintenant à notre disposition beaucoup de choses. On a beaucoup de propriétaires qui sont très demandeurs. Alors, certains sont sensibles à une approche, par exemple, plus médecine alternative. D'autres vont plus être sensibles à une approche, je dirais, à injection articulaire. Mais en tout cas, il faut avoir cette ouverture et proposer l'ensemble de ces éléments. Et donc là, moi, je vais insister sur un point qu'on utilise à Atlantia, qui est le PRP, le plasma enrichi en plaquettes. Non pas que ce soit la meilleure des options, c'est une des options qu'on peut utiliser pour traiter ce genre de cas. Alors, juste en quelques mots, pour revenir sur ce qu'est le PRP, c'est en fait, on est parti simplement du principe qu'on allait reprendre la réponse naturelle de l'organisme face à un traumatisme et qu'on allait l'amplifier. Lorsqu'on se lèse, quel que soit le type de lésion, que ce soit, on parle d'arthrose, on pourrait parler de lésions tendineuses, musculaires, etc., on va avoir bien évidemment des plaquettes qui vont arriver sur le site, qui vont dégranuler, libérer un certain nombre de substances biochimiques qui sont des facteurs de croissance. Et ces facteurs de croissance vont avoir, on va dire, potentiellement un effet cicatrisant. Et donc, l'idée du PRP, c'est de se dire, on va récupérer du sang, on va centrifuger, on va augmenter la teneur en plaquettes, et donc on va naturellement, en fait, faire ce que fait la nature, mais de manière amplifiée. Alors, c'est parfois un sujet qui est extrêmement controversé, l'utilisation du PRP, et pourtant, vous voyez qu'on a pas mal d'études à notre disposition. Là, je vous ai repris les principales qui concernent la gestion de l'arthrose. Alors, on sait que quand on utilise du PRP, on peut avoir à court terme, après l'injection dans l'articulation, une réaction inflammatoire qui soit modérée. Donc, on peut parfois avoir pendant quelques jours une dégradation de l'appui par rapport à ce que c'était avant. C'est important de l'avoir en tête pour prévenir ses propriétaires. Et puis, vous voyez qu'on a quelques études, on en a une notamment sur le coude, qui nous montre que l'injection de PRP a le même effet que l'injection d'acide hyaluronique méthylprédnisolone, qui est un standard pour traiter ce genre de choses, pour soulager les animaux. On a également une autre étude qui nous montre que versus un soluté salin, eh bien, on diminue la boiterie de manière significative et on augmente l'appui sur plateforme. Et puis, surtout, beaucoup d'études qui se sont intéressées bien évidemment au grasset à cause de la rupture du ligament croisé, mais qui montrent notamment que dans cette étude sur certes que 10 chiens, mais que le PRP avait un effet qui était équivalent au nutraceutique, donc au chondroprotecteur donné per os. D'autres études également sur le ligament croisé qui nous montrent qu'il y a avec le PRP des effets bénéfiques, que ce soit sur l'amplitude articulaire, sur la douleur, sur la teneur en médiateur inflammatoire dans le liquide articulaire, ainsi que des études qui sont beaucoup plus objectives où on a recours à des plateformes et où on mesure l'amplitude articulaire. Donc, pas mal de papiers qui nous montrent que ça a sa place dans la gestion multimodale de l'arthrose.
Alors, si vous voulez utiliser du PRP, comment vous faites? Alors, il y a plusieurs types de PRP. Nous, au sein de l'hôpital, on utilise celui de Arthrex. Donc, on a une centrifugeuse. On fait un prélèvement de sang. Classiquement, on peut le faire à la jugulaire, en évitant toute hémolyse. Ce sang est centrifugé immédiatement à 1500 tours pendant 5 minutes. Et puis, il est injecté. Alors, il est conseillé de ne pas utiliser d'INS dans la semaine qui précède parce que les INS peuvent jouer un rôle au niveau de l'activation plaquettaire en l'inhibant, ce qui va à l'encontre de la technique avec le PRP. On injecte généralement 2 fois à 10-15 jours d'intervalle avec un volume qui varie entre 2 et 5 millilitres selon la taille de l'articulation. Alors, voilà un petit peu, donc on a pour ça donc ces seringues qui sont des seringues double corps, donc qui permettent en fait de faire le prélèvement sanguin. Et une fois que le prélèvement sanguin est fait, là, vous avez la seringue qui vient de sortir de centrifugation. Donc, en fait, on récupère le plasma qui est au centre de cette seringue. Et vous voyez qu'on peut aspirer donc, ce plasma enrichi en plaquettes. On divise ensuite la seringue à l'intérieur et on injecte cela dans l'articulation. On a ainsi un plasma qui contient 2 à 3 fois la teneur en plaquettes initiale et qui ne possède pas de leucocytes, donc peu de réactions inflammatoires. Donc ça, c'était le premier cas dont je voulais vous parler. Je vais enchaîner tout de suite sur un deuxième, et vous allez voir le parallèle, puisqu'on va partir à peu près sur une présentation similaire, une présentation clinique un petit peu similaire. Donc là, il s'agit de noisettes. Et il s'agit encore d'un labrador, mais un labrador qui est un petit peu plus âgé, il a 5 ans. Mais vous voyez que les commémoratifs, le motif de consultation est quasiment le même, c'est-à-dire un chien qui boite d'un antérieur. Là encore, une boiterie qui s'est mise en place de manière insidieuse depuis quelques mois, plus marquée afro ou après exercice. Et lors de votre examen clinique, vous retrouvez des observations un petit peu similaires, c'est-à-dire une douleur lorsque vous manipulez le coude, principalement en pronation-supination, lors de la flexion forcée. Et vous notez, à la différence du cas précédent, un petit épanchement articulaire. Je vous le souligne ici sur l'image. Donc, vous avez ce petit gonflement du cul-de-sac articulaire caudal. Donc, bien évidemment, on refait comme tout à l'heure, on refait des radios. Et là, ces radios sont beaucoup plus parlantes. On est d'accord, il y a une modification des structures osseuses au niveau du coude, puisqu'on a à la fois une dégénérescence du compartiment médial. Donc, vous avez notamment donc, sur le condyle, on voit cette irrégularité. Vous avez également une petite sclérose de l'os sous-chondral en partie distale de l'échancrure ulnaire. Et puis, on commence à voir apparaître un petit ostéophyte sur la partie crânienne de la tête du radius. Donc, on est assez confiant sur notre diagnostic. Et donc, on va quand même faire un scanner pour avoir un peu plus d'informations. Et le scan nous montre en effet une irrégularité de la partie apicale du processus coronoïde. Donc, on va bien sûr aller en arthroscopie. Et là, on fait l'arthroscopie et on observe ça. Donc, vous voyez que c'est intéressant par rapport aux images que je vous ai montrées tout à l'heure, parce que tout à l'heure, vous aviez à l'intérieur de l'articulation une surface cartilagineuse uniforme, blanche, régulière. Il y avait juste au bout ce petit morceau de coronoïde qui était cassé. Là, vous voyez que sur toute la partie médiale de l'articulation, la partie qui est devant nous, c'est la partie médiale. On n'a plus un pet de cartilage. Et quand bien même, au-delà de même, on a l'os sous-chondral qui est entièrement nu, donc qui apparaît en rose, et on a le sentiment que cet os sous-chondral a été un petit peu creusé dans un sens longitudinal, alors que la partie latérale de l'articulation, elle reste intacte. Elle reste saine, blanche, donc couverte par du cartilage. Et puis, nous avons vu donc sur cette vidéo donc ce coronoïde, dans le cas présent, là pour noisette, qui était détaché. Donc là, on est dans une configuration un petit peu particulière de la dysplasie du coude. On a ce qu'on appelle une érosion du compartiment médial. C'est-à-dire qu'on a une disparition par frottement de l'intégralité du cartilage dans la partie médiale de l'articulation. Alors, cette lésion, qu'on appelle donc une érosion ou une abrasion du compartiment médial, peut être observée conjointement à une atteinte du processus coronoïde. C'était le cas là pour noisette, où on avait le petit morceau de coronoïde. Alors, on a tendance, dans ces cas-là, à parler de lésions en regard, c'est ce que les anglo-saxons appellent les kissing lesions, qui pourraient être dues à une certaine friction, une certaine incongruence. Mais elles peuvent aussi être présentes, seules,
isolée, plutôt sur des animaux âgés, 5, 6, 7 ans. Et on voit que la partie latérale, et notamment là sur la vidéo qui passe à droite, on voit parfaitement que sur la partie latérale, eh bien la partie, elle est intacte, la partie caudale de l'articulation est intacte, et en fait, ce qui frotte, c'est la partie médiale, et que ces lésions intéressent à la fois le condyle et la partie distale de l'échancre connu. Alors, quelles sont les options thérapeutiques qu'on a à notre disposition? On a un frottement, donc on a une surcharge mécanique sur le compartiment médial. Il va donc nous falloir soulager les pressions qui s'exercent sur le compartiment médial. Alors, plusieurs possibilités. Bien évidemment, je ne vais pas tout vous reprendre en détail, mais on a des techniques qui sont destinées à modifier la répartition des charges. Deux principales, donc, qui sont l'ostéotomie de glissement huméral, donc, qui avait été popularisée notamment par Noël Fitzpatrick, qui consistait à couper la diaphyse humérale et à modifier comme ça les charges s'appliquant au niveau du coude. Et puis, un petit peu dans le même esprit, mais concernant l'ulna, on a la POL, l'ostéotomie ulnaire proximale d'abduction, qui, elle, a été popularisée par Aldo Vezzoni, où le concept est le même, c'est-à-dire qu'on soulage les pressions sur le compartiment médial avec, vous voyez, des améliorations qui varient dans 6 à 7 cas sur 10 après 5 à 6 mois. Et puis, on a une autre manière d'aborder les choses, c'est remplacer les surfaces cartilagineuses. Alors, la prothèse totale du coude existe. Elle existe essentiellement pour l'instant aux États-Unis. Le développement en Europe est balbutiant, je pense pour deux raisons. La première, c'est quand même une amélioration qui est pas extraordinaire, 80% un an après la chirurgie. Et le 1 an est très, très important. On a des convalescences qui sont extrêmement longues et quand même des taux de complications qui sont significatifs, 20 à 30%. Et puis, on a la prothèse unicompartimentale, la prothèse Q, donc qu'on pose ici à l'hôpital, où là, l'objet est de remplacer uniquement la partie médiale de l'articulation. Donc, l'idée, c'est d'aller mettre en fait dans l'articulation, j'ai tendance à dire un peu comme deux cales. Vous avez ici donc l'implant huméral qui est une espèce qui a un peu une forme de raquette à neige qui est en acier, et en face, une prothèse qui est ronde, qui est en polyéthylène haute densité. Et l'idée, c'est que les deux prothèses viennent en contact l'une avec l'autre. Donc, la prothèse en acier va sur l'humérus, l'autre va sur l'ulna. Vous avez ici des radios post-opératoires. Et donc, comme les deux prothèses sont en appui l'une sur l'autre, eh bien, ça soulage les pressions sur l'os sous-chondral et ça permet comme ça la restauration d'une surface fibrocartilagineuse. Alors, c'est quand même des chirurgies qui sont un tout petit peu invasives. Là, autant je vous parlais d'arthroscopie pour le mini-invasif, vous voyez que là, on est comme toute activité prothétique. Et voilà les principaux temps opératoires. Donc, on a tout un système de guide qui nous permet de placer l'implant. Et l'objectif, vous l'avez ici en bas à droite, c'est d'avoir des implants qui sont parfaitement alignés avec la surface articulaire. S'il y a le moindre décalage, bien évidemment, on n'obtient pas le résultat escompté et la situation continue de se dégrader. Alors, quels sont les résultats qu'on obtient avec ces prothèses-là, donc dédiées à traiter cette abrasion? Un premier papier est sorti il y a 7 ans. Il avait le principal intérêt d'être le premier papier. À l'époque, l'approche était une approche qui se faisait par ostéotomie de l'épicondyle huméral médial. Donc, c'est la raison pour laquelle vous voyez cette vis qui, en fait, était dédiée à fixer le site d'ostéotomie. Une étude qui était faite sur 103 coudes, et vous voyez que globalement, il y avait un certain nombre de complications qui étaient liées à l'abord chirurgical. Maintenant, on n'aborde plus en faisant des ostéotomies, on aborde en décollant complètement les tissus en face médiale du coude, ce qui nous a permis de réduire un petit peu le taux de complications. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder les résultats. Un chien sur deux ne boite plus et 43% des chiens ont un résultat acceptable, ce qui veut dire qu'on a quand même, sur cette étude-là, sur 103 coudes, dans 9 cas sur 10, on arrive à avoir une résolution de la boiterie après la pose de la prothèse unicompartimentale. Deux autres papiers. Un autre papier sorti également, c'est une étude multicentrique sur 52 cas. Donc là, du coup, avec cette nouvelle approche codomédiale, vous voyez que le taux de complication a chuté. Il reste un taux de complication quand même de 21%, mais on est dans l'activité prothétique. Mais par contre, on a là encore des résultats tout à fait intéressants, puisqu'on a 25% de chiens qui ne boitent plus, 73% des chiens pour lesquels on a une diminution des signes cliniques, et seulement 2% des cas
où le résultat est non acceptable. Il ne faut pas perdre. Rappelez-vous les images que je vous ai montrées tout à l'heure. On a des coudes sur lesquels il n'y a plus un PET de cartilage sur tout le compartiment médial. J'avais également fait un premier papier il y a maintenant il y a 2 ans, sur les 12 premiers cas que j'avais pu suivre, où les résultats, vous voyez, sont à peu près similaires. Tout dépend un petit peu de comment on interprète l'absence de boiterie ou le résultat acceptable, mais on a donc 3 papiers, donc un en langue française, qui nous donnent à peu près les mêmes résultats. Voilà, si vous avez des questions dans la salle ou si vous avez des questions, vous avez le chat qui est ouvert, vous pouvez les poser maintenant, vous pouvez les poser tout à l'heure. Je vais passer la parole à Alexandre, mais je reste là bien évidemment avec vous. Et donc, si des questions viennent par la suite, n'hésitez surtout pas. Et merci de votre attention. Bonjour à vous. Enchanté, Alexandre Guillemot, pour ceux qui ne me connaissent pas. On va aborder aujourd'hui la non-union processus-en-connaît, surtout son diagnostic et les différentes orientations chirurgicales, ainsi des données actuelles dans le traitement de cette pathologie. Rapidement, l'enconée, c'est une pathologie qui arrive principalement dans les grandes races. Ça se traduit par une absence de soudure du bec de l'oeil-crâne, généralement après 20 semaines. Et ça se traduit radiographiquement par une ligne radiotransparente, comme un trait de fracture qui sépare la pointe de l'enconée avec la métaphyse ulnaire. Ça touche principalement les chiens de grande race, Dog allemand, Saint-Bernard, et dans les chiens de moyenne race, on va pouvoir retrouver les Basséounes, par exemple. L'examen radiographique, le diagnostic radiographique est généralement assez simple, mais il y a quand même quelques pièges. Ici, sur les incidences médio-latérales du coude, on s'aperçoit qu'effectivement, ici, vous avez un coude qui est tout à fait normal. Le coude opposé, finalement, vous avez une non-union processus-en-connaît avec l'épicondyle qui vient se superposer finalement sur la pointe. Donc, comme je vous disais, ici, sur la radio de profil, vous avez finalement votre épicondyle qui vient se superposer avec la fracture ou la non-union de l'enconée. Et finalement, sur cette radio, vous pouvez passer tout à fait à côté. Pour ce faire, il faut dans ces cas-là faire des incidences médio-latérales en hyperflexion qui va vous dégager complètement la pointe de l'enconée. Dans ces cas-là, la non-union sera vraiment évidente et vous avez un diagnostic facile. Les causes de non-union, 2 causes principales, soit une dysharmonie de croissance radio-ulnaire, soit une insuffisance de développement de la césure trocléaire. Dans une étude, à peu près, on remarque que vous avez à peu près 50% des cas dans les 2 cas. C'est-à-dire que 50% des cas sont liés à une dysharmonie de croissance, 50% à une insuffisance de développement de la césure trocléaire. On va juste rebasculer sur l'autre. Pour ceux qui sont là, je suis désolé. On est obligé ici de mettre un petit. Je ne peux pas faire autrement. Je suis désolé. OK. Donc, je suis désolé. Bon, la dysharmonie de croissance, qu'est-ce que c'est? Vous avez une croissance asymétrique entre le radius et l'ulna, et il se crée une marge d'escalier entre la tête du radius et le processus cornoïde. La tête du radius pourcent sur l'humérus, qui va entraîner une pression mécanique anormale sur le processus enconné, qui va finalement ne pas se fusionner. L'insuffisance de développement de la césure trocléaire correspond à une incisure trocléaire qui est finalement anormalement fermée. Et donc, il se crée une pression à la fois sur le processus enconné et à la fois sur le processus coronoïde. Dans plusieurs études, on note que vous avez dans 16% des cas de NUPA, finalement, des lésions de fragmentation du coronoïde associées. Et dans 68% des NUPA plus coronoïde, c'est associé à une insuffisance de développement de la césure trocléaire. Le gros souci, c'est autant la non-union processus enconné est aisée à diagnostiquer, autant la fragmentation du processus cornoïde associé l'est beaucoup moins. Et dans ces cas-là, que va-t-on rechercher sur vos radiographies? On va rechercher principalement ce qu'on appelle une sclérose ulnaire. C'est l'espèce de tache blanchâtre que vous avez médialement au processus cornoïde. Et on va rechercher des signes secondaires, des développements arthrosiques qu'on va retrouver sur la tête radiale et sur le processus enconné.
Pour ce faire, on va faire principalement 2 radios, 3 radios, des radios de face. Des radios de face avec une rotation interne qui vont permettre de dégager davantage le condyle médial et le processus coronoïde. Et que va-t-on rechercher sur ces images-là? On va rechercher toute modification du processus coronoïde médial dans sa forme. Des fois, il peut être arrondi, des fois, il peut être tronqué ou peu visible. Alexandre, Oui. je peux me permettre. Je pense que tu peux agrandir l'image en mettant la souris ou pas? Tu veux pas la souris? Non. Ah non. Il existe 3 types de coronoïdes et c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à les visualiser et c'est important de connaître un petit peu ces types. Le type 1, c'est, à vrai dire, au niveau du processus coronoïde, il existe une architecture, une forme d'ostéon. Ces ostéons sont dans le type 1 orientés parallèlement à l'axe du processus coronoïde, ce qui se fait que vous allez avoir dans ces cas-là des fractures qui sont parallèles finalement à l'incisure du processus coronoïde. Et donc, quand on regarde le petit fragment ici qui est cassé, on s'aperçoit qu'aussi bien sur une radio de profil que sur une radio de face, ce petit fragment ne sera jamais visible. Ça correspond à peu près à 25% des cas. Et vous verrez dans ces cas-là ces fragments osseux essentiellement au scanner, comme présenté sur ces 2 images. Le type 2, au contraire, les ostéons sont cette fois-ci orientés transversalement à l'apex du coronoïde. Et donc, dans ces cas-là, vous allez avoir une fracture qui va toucher essentiellement l'apex du coronoïde ou la pointe crâniale de ce coronoïde. Dans ces cas-là, effectivement, radiographiquement, sur des radiographies de face avec une rotation interne, vous allez pouvoir voir apparaître le petit fragment. Au contraire, au scanner, ce fragment sera évident et il touche vraiment que la pointe de l'apex, ça représente à peu près 20% des cas. Et le type 3, c'est un véritable piège parce que les ostéos sont orientés un petit peu dans toutes les directions et dans ce cas, vous n'avez pas de fracture. Mais les contraintes mécaniques vont entraîner une éburnation, une lésion du cartilage en regard du processus coronoïde. Quel examen présenter et pourquoi orienter effectivement les non-ions processus encodés vers un examen tomodensitométrique? Pour plusieurs raisons. Petit 1, pour rechercher le type de congruence à laquelle vous avez affaire. 2, rechercher éventuellement des lésions de fragmentation de processus coronoïde. Et 3, on va s'intéresser à la densité du processus encodé. Parce qu'en fonction de la densité osseuse, certains encodés vont pouvoir supporter la mise en place d'un implant et d'autres seront trop lithiques, trop ostéoporotiques et donc ça ne sera pas des bons cas pour être stabilisés. L'intérêt de l'arthroscopie dans ces cas, l'intérêt, c'est à la fois le traitement du processus coronoïde médial lorsqu'il est présent, la visualisation du processus encodé, son typage. On va voir tout à l'heure qu'on va s'intéresser finalement à essayer de typer le processus encodé quant à sa mobilité. Est-ce qu'il est très mobile, peu mobile ou non mobile? Et ça va un peu nous orienter également vers le traitement chirurgical à la clé. Donc l'arthroscopie ici, vous avez effectivement sur l'image de droite une fragmentation du coronoïde associée. L'image ici de gauche, vous avez une non-union processus encodé qui est très très peu mobile. Comme on peut le voir, là avec un palpeur, on va essayer de le faire bouger. On s'aperçoit que finalement, vous avez une mobilité qui est vraiment minimale. Ou bien à l'inverse, on a des fois des lésions qui peuvent être beaucoup plus importantes avec des érosions ici, l'insert trochléaire. Et puis lorsqu'on va regarder effectivement la mobilité de l'encodé, là vous avez un décalage qui est très important. Un encodé qui va être complètement mobile sur certains mouvements et on voit ici qu'il fait socle de charrue vraiment. Donc cet encodé effectivement a peu de chances de pouvoir être fixé correctement. 3 types ici de processus encodés, on pourrait se dire ils se ressemblent tous. C'est des chiens à peu près du même âge. Vous voyez, type 1, vous avez un germain de 10 mois. Type 2, un bulldog américain. Et type 3, un Irish Wolfhound de 11 mois. Donc à peu près, quand vous regardez ces images, vous dites, bon, ils sont tous identiques. Les mêmes chiens qui vont être effectivement passés à l'arthroscopie. Donc là, on s'aperçoit que vous avez une petite marche d'escalier, donc la tête radiale est légèrement augmentée. On passe dans l'inciseur trochléaire. On remarque ici une fissure un petit peu dans le cartilage avec finalement un encodé qui est non mobile, ou très très peu mobile. Le type 2, la fissure est beaucoup plus marquée. Elle bâille un petit peu
en extension et flexion, mais pour autant, l'enconé est encore attaché dorsalement. Et le type 3, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'effectivement, vous avez un enconé qui est totalement détaché, mobile, avec des lésions déjà articulaires qui sont très présentes. Et donc, on comprend très vite que face à ces 3 cas, le traitement ne va pas forcément être le même. Quels sont les traitements qui nous sont jusqu'à présent proposés? C'est soit l'exérèse du fragment, processus enconé, qui peut se faire par voie sanglante ou par arthroscopie. Les résultats donnés aujourd'hui sont assez médiocres, puisqu'on a quand même que 50% de bons résultats après une exérèse de l'enconé. La deuxième solution, c'est la fixation du processus enconé par vis. On a une fusion uniquement dans 60% des cas, et c'est logique. Rappelez-vous, la physiopathologie de l'enconé est liée à une incongruence qui peut être soit une dysharmonie de croissance, soit une insuffisance de développement de la cellule trochléaire. Et donc, si vous n'avez pas modifié les contraintes mécaniques qui s'exercent sur l'enconé, ce qui arrive, c'est soit ça ne se fusionne pas, soit vos implants cassent. La troisième cause, c'est la troisième solution chirurgicale qui est proposée, c'est des ostéotomies ulnaires seules. Elles permettent une fusion entre 22 et 50% des cas en fonction de l'âge à laquelle cette ostéotomie est faite. Donc, c'est des solutions qui sont intéressantes généralement chez des très jeunes chiens. Et la dernière solution, qui est la fixation de l'enconé par vis associée à une ostéotomie ulnaire, qui apporte finalement une solution efficace entre 80 et 90% des cas à peu près. Mais quelle solution finalement proposer à ces différents enconés? Et donc, je vous propose une classification. Finalement, les enconés type 1 qui sont non mobilisables peuvent être traités par simplement ostéotomie ulnaire proximale ou bien associés éventuellement avec une stabilisation. Les types 2 qui sont partiellement mobiles, on va systématiquement faire une stabilisation par vis associée à une ostéotomie ulnaire. Et les types 3 qui sont extrêmement mobiles, sclérotiques, on va plutôt les retirer. On va utiliser 2 petits cas cliniques derrière. Vous avez ici un Leonberg, 5 ans, mal entier, qui est présenté au départ pour une boiterie de grade 4/5 d'apparition récente. L'articulation touchée, le coude gauche, on a une synovite avec une douleur marquée. On fait un premier bilan radiographique qui nous montre effectivement une non-union processus enconé avec une très légère sclérose ulnaire, très peu marquée. On passe l'animal au scanner. On confirme effectivement que l'enconé, il existe une très légère incongruence mineure. On n'a pas de fragmentation de processus coronoïde associé. Ici, l'incongruence. Et on va décider de traiter ce processus enconé cette fois-ci par arthroscopie. Alors, le principe est assez simple. On va faire un abord médial, un port médial arthroscopique. Et puis, on va palper l'enconé, on va essayer de voir si oui ou non il y a une mobilité anormale sur les enconés. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, effectivement, on a une mobilité qui est vraiment mineure, parce que vous allez voir, dès qu'on va commencer à appuyer, l'enconé bouge, mais finalement, il est relativement attaché pour autant. Et à partir de là, hop, on va rentrer ici un espèce de guide qui va nous permettre avec une petite pointe acérée, on va positionner cette petite pointe acérée sur la pointe de l'enconé et grâce à ce guide, on va pouvoir rentrer à partir de la surface de la métaphyse latérale, finalement une broche, puis après une vis. Donc là, c'est le positionnement de notre guide. Voilà, on accroche la pointe de l'enconé. Vous voyez qu'on a quand même une vision assez limitée. Et une fois qu'on a fait ça, hop, on va pouvoir passer une broche puis un forêt. Là, on regarde le processus coronoïde par voie dorsale. Donc, la broche est présente avec le forêt qui est sorti. Et on va pouvoir, grâce à ce port articulaire, vérifier la sortie de la vis. Voilà. Vérifier ici la sortie de la vis qui apparaît dorsalement au niveau de l'enconé. Donc, voilà un petit peu des images péropératoires où vous avez à la fois
la caméra, le guide, la vis qui est rentrée par voie latérale. Finalement, vous avez 3 ports en tout possible, avec des vis autocompressives, cannulées, et voilà un petit peu le post-opératoire immédiat. Remarquez que sur la radio de face, on a réalisé une osteotomie oblique, ce qui permet de relâcher les pressions au niveau du processus enconé. Et puis, on va suivre un petit peu la cicatrisation. Donc, au bout d'1 mois, on a une cicatrisation qui est presque complète, l'animal étant très jeune, avec même notre site d'ostéotomie qui commence à être largement ponté. À 2 mois, le site d'ostéotomie ulnaire est complètement ponté et le processus enconé également. Donc là, on a une cicatrisation qui est correcte avec une boiterie qui est résolue. Deuxième cas, c'est un canet corso de 10 mois, 45 kg, un très gros chien, qui présente de la même façon une oignon processus enconé avec au scanner une petite érosion, une petite lésion sur le processus cornoïde médial. Et là, cette fois-ci, on a opté pour une autre solution qui était d'utiliser le 3D. Donc, on s'est fait faire un guide en 3D qui permet de positionner exactement les implants là où on le désire. Et vous voyez, dans un petit fragment de processus enconé, on a pu mettre 2 vis de 4 mm et obtenir une cicatrisation parfaite. Voilà le chien un petit peu en post-opératoire immédiat. Vous voyez, il a encore la collerette, on a 15 jours. On s'aperçoit que finalement, le traitement arthroscopique, grâce à des guides, nous a permis d'obtenir un résultat qui est très satisfaisant. Voilà un petit peu, désolé un petit peu pour ces méandres informatiques. On va passer à une petite série de cas cliniques maintenant. Alors, le problème des cas cliniques, c'est qu'on va pouvoir malheureusement faire participer les gens de la salle. On a toujours des petits soucis informatiques. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc, on va parler quelques cas cliniques. Donc, un chien qui nous a envoyé, qui nous a référé pour une boiterie de l'antérieur avec une douleur au niveau du coude. Et le chien est référé pour une arthroscopie. Voilà. Que pouvez-vous nous dire et vers quoi vous orientent ces images? Alors, est-ce qu'on observe une sclérose ulnaire particulière dans le bas du coude? Non. Est-ce que vous voyez au niveau de la tête radiale des modifications quelconques? Non plus. Est-ce que vous avez au niveau du processus enconé? Est-ce que vous avez au niveau du processus enconé une arthrose particulière? Non. Donc, on n'a pas réellement de signe d'appel majeur sur le coude. En revanche, si vous regardez bien la cavité médulaire de l'humérus, vous apercevez que vous avez une espèce de flouté, presque un remodelage qui est présent, un peu blanchâtre, qui prend quasiment les 2/3 de la cavité médulaire. Et ça s'appelle une panostéite. Et donc, ces panostéites sont extrêmement douloureuses. Et généralement, lorsque vous faites des mouvements flexion-extension du coude, forcément, vous mettez votre main un petit peu sur l'humérus et vous entraînez des douleurs. Donc, pensez systématiquement sur des jeunes chiens à rechercher ça, parce que ces panostéites sont rarement isolées, et elles peuvent toucher d'autres membres. Et ici, on s'aperçoit que sur le tiers distal de l'humérus, on a également une densification blanchâtre qui est présente.
Et si on va chercher encore un autre os qui était le tibia, on a en médiodiaphysaire, de la même façon, une densification un petit peu anormale qui est également une panostélite. Pour autant, ce chien ne boitait que l'antérieur droit. Deuxième cas clinique, là, c'est un chien qui est référé pour une boiterie du coude. Qu'est-ce que vous pouvez voir et à quoi vous amène, quel serait votre diagnostic en regardant ces images-là? Donc, effectivement, quand on regarde les radios de profil, est-ce qu'on a une sclérose ulnaire qui est visible? Oui, on a effectivement une densification un petit peu anormale qui est présente. Si on regarde la radio de face, que remarque-t-on? On remarque que vous avez une modification de la forme du processus coronoïde. Et si vous regardez un petit peu plus le condyle médial, on a une image en soustraction qui laisse à penser qu'il y avait également une lésion d'osteochondrose qui était associée. Ici, un labrador de 12 mois qui nous vient avec une suppression d'appui du membre antérieur droit et une très légère hyperthermie. On est sur un chien qui est à 39,5, un chien très énervé, mais qui ne pose absolument pas sur son membre antérieur. On réalise une première radio de profil. Qu'est-ce que vous voyez d'anormal? Alors, si on regarde bien, vous avez effectivement des ostéophytes sur le rebord de l'enconné, des ostéophytes sur la tête radiale, une sclérose ulnaire assez marquée. Donc, vous vous dites, ça s'oriente tranquillement vers une dysplasie du coude. Et effectivement, on fait une radio de face et de face avec une petite rotation interne. On s'aperçoit que la lésion d'ostéochondrose est présente et qu'en plus, vous avez une modification forte de la forme du coronoïde qui laisse à penser qu'il y a également une fragmentation. Donc, quelle est votre conclusion? Tout va vers une dysplasie du coude, sauf une chose, la clinique. Vous avez un chien qui est en suppression d'appui. Une dysplasie du coude, ça fait boiter, mais rarement, très très rarement, voire même jamais, vous avez un chien qui est en suppression d'appui. Donc, il se passe autre chose. Et donc, il faut la rechercher. Donc, on va faire des ponctions articulaires. On va essayer de regarder ce qui peut entraîner une douleur forte au niveau du coude. Donc, on va tondre l'animal, le désinfecter et essayer de prélever du liquide le plus proprement possible. Et là, effectivement, on se retrouve avec un liquide séro-hémorragique qui est présent, alors qui est peu collant. Vous voyez, au niveau du doigt, on a mis un petit peu de liquide articulaire, finalement, ça colle à peine. C'est comme si vous aviez un petit peu, comme si vous aviez de l'eau entre vos deux doigts. Alors que si vous regardez un liquide articulaire normal, l'image du haut, vous allez voir, ça vous fait quelque chose d'extrêmement collant. La structure n'est pas du tout la même. Et effectivement, ça, c'est une arthrite septique sur un coude arthrosique, ce qu'on appelle les arthrites hématogènes. C'est des choses assez classiques et qu'il faut rechercher dès lors que vous avez une dysplasie, un coude arthrosique avec un chien qui est en suppression d'appui. Troisième cas, c'est un chien qui vous est présenté parce qu'il est descendu d'un trottoir et il s'est cassé l'humérus. Donc là, vous avez une fracture en Y, une belle fracture en Y. Vous allez me dire, mais ça sert à quoi de nous présenter ce cas-là? Ce cas-là, à vrai dire, il est important parce qu'un chien, normalement, ne se casse pas le coude en descendant d'un trottoir. Donc, il y a forcément une zone de fragilité qui est présente. Et par définition, dans ce cas-là, il faut s'intéresser à l'autre coude. Et quand vous faites la radio de face, vous apercevez que vous avez une petite ligne, une interligne qui est présente entre les deux condyles et qui signe une fissure intercondylienne. Et lorsqu'on passe l'animal au scanner, ce n'est plus une fissure que vous avez. C'est vraiment un trou. Et donc, finalement, le chien s'est cassé parce qu'il y avait une fissure intercondylienne marquée qui a entraîné finalement une zone de fragilité et qui a favorisé le Y du coude. Voilà. Alors, effectivement, c'est un petit chantier à réparer après. Donc, vous avez le coude pathologique avec la fracture qui a été stabilisée par deux plaques, une vis intercondylienne, et on a mis une vis intercondylienne de l'autre côté pour éviter d'arriver au même résultat. Un cas à peu près identique, mais qui est plus marqué radiographiquement et qui est intéressant parce que vous avez toujours la fissure intercondylienne qui est très visible cette fois-ci. Et vous avez
avant que ça casse, déjà une petite réaction périostée sur la branche montante du condyle médial et une petite densification anormale ici au niveau de la branche latérale. Et donc, finalement, vous avez les signes préalables d'une fracture qui va arriver dans quelques temps. Donc, de la même façon, on a mis, mais là, c'est plus facile parce que tout est en place. On a préféré effectivement assurer le coup et mettre 2 plaques et 2 vis intercoliennes. Alors, c'était un chien grand sportif. Hein. C'est un monsieur qui chassait avec, emmenait son chien partout dans le monde. Et donc, il voulait absolument que son coude ne casse pas. Ici, un petit chat qui est tombé, qui présente une hyperflexion du coude. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer? On s'aperçoit ici que vous avez un tout petit fragment osseux qui est présent, pas grand-chose. Ça, c'est une désinsertion du triceps. Donc, même des fois, les tout petits signes anodins, il faut les rechercher. Quand on regarde un petit peu la pointe ici, finalement, de l'écran, vous avez une petite image d'érosion qui est présente. Ici, autre coude, haute pathologie. Un chien qui nous est présenté pour une suppression d'appui brutale. Qu'est-ce que vous observez? On observe finalement que vous avez une fracture plutôt par impaction pathologique avec une lise importante du condyle médial, mais aussi du condyle latéral. Et c'était une tumeur qui était présente au niveau de ce coude-là. Ça, c'est des cas intéressants parce que c'est des cas un petit peu pièges. Donc, vous avez un chien qui est présenté pour une boiterie du postérieur, de l'antérieur gauche. Qu'est-ce que vous observez? Je vous ai mis les 2 coudes, droite et gauche. Le droite ici, tout à fait normal. Et ici, on s'aperçoit que vous avez une espèce de prolifération osseuse assez marquée qui pourrait être assimilée à de l'arthrose. Mais ce n'est pas le cas. Lorsqu'on fait la radio de profil, on s'aperçoit que cette calcification est présente à cet endroit-là et qu'en même temps, sur l'épicondyle, vous avez un remaniement qui est assez marqué. Est-ce que cela vous évoque une pathologie quelconque? Ça, c'est des calcifications, des antésophytes au niveau des fléchisseurs urinaires. Et ces morceaux osseux que vous avez ici sont vraiment des zones hyper calcifiées dans le tendon et qui engendrent effectivement des douleurs assez vives pour 2 raisons. Petit 1, parce que les tendons qui s'insèrent autour de ces zones calcifiées vont régulièrement se casser et se fibroser de nouveau, et se casser, et se fibroser de nouveau à chaque effort majeur de l'animal. Et 2, pas très loin, juste derrière ces calcifications, passe un nerf qu'on appelle le nerf ulnaire. Et donc, ça crée un conflit avec le passage du nerf ulnaire à la flexion et à l'extension. Et donc, le fait de retirer ces antésophytes souvent améliore grandement l'animal, autant par la gestion de la tendinite que par la gestion du conflit avec le nerf ulnaire. Et donc, c'est effectivement, on parle d'affection de l'anthèse proximale des muscles du groupe fléchisseur. Alors, il y a plusieurs groupes de muscles, fléchisseur radial du quart, fléchisseur ulnaire, fléchisseur superficiel des doigts et fléchisseur profond. Voilà un petit peu la forme et l'insertion des muscles qui est dessinée finalement en ligne rouge. Vous voyez un petit peu le passage et à quoi ça correspond. Ces antésopathies peuvent être primaires ou secondaires à éventuellement une dysplasie du coude ou concomitante. Et il existe différentes formes. Soit la forme d'éperon, donc c'est l'espèce de petite prolifération ostéophytique que l'on devine ici sur la pointe de l'épicondyle. Soit vous pouvez avoir une calcification intratendineuse plus ou moins marquée. Autre cas, c'est exactement le même coude sur un chien qui était présenté pour une boiterie. Et là, on réalise la face, une face avec une rotation interne. Et là, vous voyez un petit peu la différence. Sur la face, on voit que vous avez effectivement une image, on regarde du condyle médial, une image en soustraction. Donc ça diagnostique effectivement une ostéochondrose.
Cette osteoporose, vous la devinez, elle vous paraît petite. Et dès lors que vous allez faire la même radiographie avec une rotation interne, vous apercevez que cette ostéochondrose prend quasiment tout le condyle médial et que parallèlement à ça, vous voyez même le petit volet ostéocardiagineux qui est présent crânialement. Petit labrador de 4 mois qui est présenté pour une boiterie du membre antérieur et l'examen clinique dénote une réticence à la flexion du coude, une douleur à la flexion complète et une douleur à l'extension. On fait une radio du coude, voilà ce qu'on trouve. Est-ce que cela vous évoque quelque chose de particulier? On va reprendre les choses. Est-ce qu'il y a une sclérose ulnaire? Oui ou non? Non, il n'y a pas de sclérose ulnaire. Est-ce que vous vous retrouvez avec des ostéophytes ou une modification en regard de la tête radiale? Non. Est-ce que vous avez des ostéophytes sur le rebord dorsal du processus encôné? Non. Pour autant, vous avez un chien de 4 mois qui a mal au coude. Qu'est-ce que vous proposez? Un scanner, exactement. Il faut avoir confiance dans son examen orthopédique. Quand vous faites un scan, vous apercevez qu'à 4 mois, vous avez une fragmentation du cornoïde qui était présente. Pour autant, il n'y a aucune lésion visible à la radio. Ça, c'est un cas un petit peu différent qui va faire plaisir au docteur Bureau. Donc, c'était un coude hautement arthrosique qui était présent avec un chien qui était vraiment handicapé. Vraiment handicapé. On passe une arthroscopie du coude et là, voilà ce qu'on découvre. Vous avez une abrasion complète du processus cornoïde médial, une abrasion complète du condyle médial avec des images même presque de charrue dans la plaque osseuse sous-chondrale. Bref, tout le compartiment médial est totalement abîmé. Quels sont vos choix thérapeutiques à partir de là? Finalement, vous n'avez pas beaucoup. Des anti-inflammatoires, mais le chien était déjà par cure régulière d'anti-inflammatoires et malgré ça, il était extrêmement douloureux. On peut passer à du PRP dans un premier temps. C'est ce qui avait été tenté. On a fait 3 injections répétées de PRP sans aucun succès. Et donc, il ne nous restait plus que la dernière solution, c'est effectivement mettre ce qu'on appelle une prothèse unicompartimentale. Alors, Dr Bureau vous a montré tout à l'heure que c'est effectivement un petit chantier. Donc, c'est des voies d'abord qui sont très invasives, mais qui se reconstruisent très facilement, comme vous pouvez voir ici, finalement, avec 2 petites vis. Tous les muscles qui ont été désinsérés sont repositionnés. Voilà un petit peu le post-opératoire immédiat. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la récupération immédiate du chien. Là, vous êtes à 24 heures post-opératoire, donc il sort de sa cage. Si Dame Nature veut lancer le film. Voilà. Et de l'autre côté, on va être à 48 heures post-opératoire. Donc finalement, on a une récupération qui est plutôt très correcte et très rapide. Et je crois que c'est ce qu'il faut retenir sur ces prothèses unicompartimentales, c'est que finalement, certes, c'est compliqué à mettre en place, certes, c'est un chantier chirurgical, mais pour autant, la récupération immédiate et à long terme est relativement bonne. Voilà. Merci à vous. Désolé pour tous ces problèmes techniques. On s'améliorera pour la prochaine fois. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ceux qui sont dans la salle et puis à distance peut-être. Dans la salle peut-être. Alors, il y a plusieurs traitements possibles. Le premier, c'est de commencer par les ondes de choc pour essayer de relancer un processus cicatriciel. Oui, alors, les ondes de choc, c'est comme un peu des ultrasons, ça entraîne des petits picotements. Des chiens qui tolèrent très très bien et d'autres pas du tout. Donc, malheureusement, c'est un peu animal dépendant. Donc, on peut commencer par ça. On peut faire éventuellement des infiltrations locales avec des corticoïdes en retard. Et puis, si ça ne passe pas, après, effectivement, c'est une ténotomie. On va aller sectionner les tendons. Et si vous avez des grosses calcifications intra-tendineuses, ça vaut vraiment le coup d'aller retirer. Et ça existe chez le chat. Exactement. On voit ça chez le Maine Coon aussi, les chats assez lourds. D'ailleurs, c'est souvent des pathologies de chiens soit très brutaux,
qui passent leur temps à pousser avec leurs antérieurs sur le portail ou à marcher un peu lourdement, soit effectivement des chais qui sont lourds, et dans ce cas, le main coude en fait partie. Sur des chiens sportifs, ça existe pas, non? On peut trouver ça. On peut trouver ça. C'est des chiens qui sautent beaucoup. Donc, les chiens qui font de l'agilité, des choses comme ça. Sur les prothèses Q, après, c'est une conversion mentale. Les chiens peuvent avoir, une fois qu'ils ont récupéré, ils ont un outil classique pour faire du sport. Alors, on récupère la Q, souvent, c'est une solution de sauvetage. C'est-à-dire qu'on est sur des coudes qui sont fortement dégradés. Donc, vous avez une maladie du compartiment médial, une maladie du cartilage déjà qui est déjà en place, avec souvent des lésions arthrosiques assez prononcées. Donc, il ne faut pas espérer retrouver un grand sportif derrière, mais vous retrouvez parce que vous ne changez pas l'ankylose articulaire. Exactement. C'est pas comme on ne change pas toute l'articulation. On met simplement 2 rustines, une sur le condyle médial, une sur le processus coronoïde, qui vont s'appuyer dessus l'une sur l'autre et donc diminuer les contraintes sur le compartiment médial, donc diminuer les douleurs. Donc, on ne change pas l'articulation. Donc, ce n'est pas comme une prothèse de hanche où vous repartez à neuf. Là, on a toute la maladie arthrosique qui est encore présente, mais pour autant, on n'a plus les douleurs liées au compartiment médial. Donc, on va garder un déficit d'amplitude qui va gêner l'animal au trot et au galop, parce que bien évidemment, l'amplitude n'est pas la même. Donc, on a des animaux qui ne peuvent pas courir de la même façon du côté droit et du côté gauche. Mais pour autant, il y a beaucoup moins de douleurs présentes. L'animal revit. Tous les propriétaires à qui on a posé des Q, ils vous expliquent qu'il y avait l'avant, il y avait l'après. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et surtout, ces récupérations qui sont relativement rapides. C'est très vite, on voit le plus. Très vite, on voit les effets. Et Stéphane pourra peut-être vous en parler un peu plus parce que c'est lui qui en a posé le plus, je pense, jusqu'à présent en France. Mais je trouve le résultat vraiment très intéressant. Ah oui, je les propose sans hésiter. Mais en effet, comme disait Alexandre, ce n'est pas une prothèse totale du coude. Ostéo-intégrées in fine les Q ou c'est juste de l'impaction? Non, elles sont ostéo-intégrées in fine. C'est-à-dire qu'au départ, le système, c'est on crée un orifice dans lequel on va impacter la prothèse. C'est-à-dire un peu, moi je prends toujours l'exemple pour expliquer aux propriétaires, c'est comme quand on monte un meuble Ikea avec les petits taquets en bois. Alors, on a tous monté un meuble Ikea dans notre vie. Les petits taquets en bois qu'on rentre un peu au marteau, eh bien c'est un peu la même chose. C'est pour ça que c'est très important. Vous avez vu sur les images que je vous ai montrées, on a des guides qui nous permettent d'être particulièrement, il faut être perpendiculaire, on n'a pas le droit de se reprendre, il faut que l'orifice qui est créé soit exactement adapté à la prothèse. Donc on l'intègre comme ça, et en fait chaque prothèse est bipartite, il y a un composant superficiel et il y a un composant profond. Et le composant profond, c'est du titane qui permet la biointégration, et donc le tissu osseux va coloniser ce titane, et c'est ça qui va assurer la tenue de la prothèse à moyen et long terme. Donc l'impaction, c'est au départ c'est un peu le même principe que les prothèses totales de hanche qui sont maintenant ce qu'on appelle les BFX, les prothèses biologiques. En fait, il y a un revêtement particulier autour de la prothèse qui permettent de la même manière l'ostéo-intégration et la tenue à moyen et long terme. C'est impacté au départ et c'est ça qui fait que ça tient avec le temps. Sur des érosions vraiment très étendues, est-ce qu'on peut en mettre 2 côte à côte? Alors oui, ça a été, entre autres dans le papier qui a été publié, le deuxième papier dont je vous ai parlé sur 52 cas, il y avait quelques cas dans ce papier-là où ils ont mis 2 prothèses ulnaires, et notamment sur des jeunes. Parce qu'en fait, alors sur l'humérus, on ne met qu'une seule prothèse. Mais sur l'ulna, on en met 2 parce qu'en fait, on s'est rendu compte que lorsque l'animal faisait flexion-extension, eh bien, l'étendue des dégâts sur l'ulna pouvait remonter et on peut mettre 2 prothèses ulnaires l'une derrière l'autre. Et je dis notamment sur des chiens jeunes parce que le chien âgé étant un petit peu plus ankylosé, il a une amplitude articulaire qui est un petit peu moindre et du coup, on a moins le problème. Sur un animal qui a conservé une certaine amplitude articulaire, et on peut être amené à poser 2 prothèses, 2 prothèses sur l'ulna pour couvrir davantage le… Et c'est pareil, là, on a vu une première génération, il y a une seconde génération qui va bientôt arriver. Ils sont en train de travailler sur une modification de la forme
de la prothèse humérale et notamment sur les bords de la prothèse humérale pour qu'il y ait encore moins de conflits avec l'implant ulnaire. Il y a des diamètres différents ou des Oui, surfaces qui sont différentes? Deux tailles, une taille M et une taille, enfin il y a une taille petite, une taille grande. Et on peut associer une grande en haut et une petite en bas ou vice-versa. Voilà. Et l'idée étant d'essayer de mettre la plus grosse possible. Parce qu'assez naturellement, on aurait tendance à se dire je vais mettre une petite pour assurer le coup, mais plus la prothèse est grosse, mieux c'est parce que plus elle couvre. D'autres questions peut-être sur le PRPO, des choses comme ça? Non. On va arrêter là alors. Merci à vous tous d'être connectés. Merci à ceux qui sont venus en direct. Et puis à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.